wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left to be. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dakar se réveille avec l'équipe de votre matinale Kinkeliba. Bienvenue dans les rues de la capitale sénégalaise. Il est très exactement 6h31. Je suis très heureuse de vous accompagner encore ce matin. Vous retrouverez en plateau Binta Charles pour la chronique Mais Alex. Et avec Ibou, nous parlons des sujets de société, la chronique sociétale tout simplement. Un invité en plateau jusqu'à 8h, c'est Alioune Badarakan qui vous présentera bien sûr son profil et qui l'interrogera également pour vous. Mais vous le savez, nous sommes en direct. Vous pouvez donc réagir sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Déjà, vous le voyez avec moi, les Dakarois qui petit à petit commencent à affluer vers leurs différents lieux de travail. C'est ça aussi Dakar au petit matin. Le BRT, les bus qui déjà commencent leur première desserte également. Nous sommes tout juste en face du triangle sud, du siège donc de la télévision nationale et c'est un plaisir de vous accompagner bien évidemment au quotidien avec les équipes techniques également qui sont au rendez-vous et c'est le 3e numéro de la semaine. Ah, j'ai oublié de vous rappeler les capsules habituelles de cette émission. Vous avez bien sûr le bulletin météo dans un petit moment avec nos partenaires de la NACIM, la GYM avec le coach Tandara bien évidemment et la revue des titres. Sans oublier le bulletin d'infos que vous aurez aux environs de 7h30. Le sommaire est parfaitement complet maintenant. Je vous invite donc à regarder le bulletin météo du jour dans un petit moment. Je vous retrouve en plateau avec l'équipe pour la suite. Bon début de journée à toutes et à tous et à tout de suite. Chers amis téléspectateurs de Kinkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce mercredi restera marquée par des activités pluvio-orageuses qui intéressent le sud-ouest, le sud-est et la partie donc centre du pays, ce qui occasionnera donc une légère baisse des températures journalières. L'animation satellitale de ce jour nous montre donc des systèmes pluviogènes donc en provenance du Mali qui vont intéresser le pays par l'est et qui vont progresser pour intéresser et le sud-ouest et la partie centre du pays, ce qui occasionnera donc en termes de prévision au courant de cette journée par des activités pluvio-orageuses comme vous pouvez le voir sur Kédougou, Tamba, Kolda, Ségou, Ziguinchor. Ces activités pluvio-orageuses vont même s'étendre pour intéresser le centre du pays, Fatick, Kaolack, allant vers Kaffrine, sur l'axe par contre Mbour, Dakar, Thiès et même Bakel. Ce sera un ciel nuageux qui sera de mise sur le reste du pays, c'est-à-dire l'axe Saint-Louis-Louga, Diourbel, Linguère, Podor et même Matam. Sera des passages donc nuageux qui seront notés avec une bonne présence du soleil. Donc, côté sensation, donc ce sera une légère baisse des températures journalières qui sera notée avec déjà des maxi qui dépasseront pas les 38 degrés à Podor et Bakel au centre du pays. Les températures journalières oscilleront entre 34 allant même jusqu'à 36 degrés. Par contre, vers la partie sud du pays, compte tenu des activités pluvio-orageuses qui intéresseront donc cette zone, les températures accuseront donc d'une légère baisse avec des valeurs de 30 degrés attendus à Ziguinchor, 32 à Sédhiou, 34 à Kolda et même 29 degrés attendus à Kédougou. Vers la partie ouest du pays, 30 degrés seront attendus à Saint-Louis et à Mbour et Dakar gardera une valeur de 29 degrés. Donc en résumé, chers téléspectateurs, ce sera des activités donc pluvio-orageuses qui vont intéresser la journée de ce mercredi, donc une bonne partie du pays, c'est-à-dire le sud-est, le sud-ouest et le centre du pays, laissant le reste du pays sous un temps stable. Côté sensation, une légère baisse donc des températures journalières sera notée avec des valeurs qui ne dépasseront pas les 38 degrés à Podor et Bakel. Dakar gardera par contre 6h36, c'était le bulletin météo. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant et merci encore de choisir la matinale. Bienvenue en plateau à l'équipe de ce matin. Binta Charles, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bien réveillé au taquet? Oui. Parfait. Alioune?
Au taquet également? Ça va. La France a perdu hier, donc je pense que ça va. Le foot est sauvé. L'Espagne est passée. Ils sont en finale, les Espagnols. Jusque-là, c'était les meilleurs de la compétition. Donc voilà, comme disait Hassan hier, le football n'est pas mort hier. Hein. Si la France gagnait, il disait que ce serait la mort du foot. Et du beau foot peut-être. Bonjour mon cher Ibou. Bonjour Sarah. Bienvenue en plateau. Merci. Ah, la phrase du jour. Mais la famille, la base de tout. Et puis la bonté. Soyons dans la bonté. Parce qu'on est tellement bons et gentils. Et puis on a envie que les gens soient agréables vis-à-vis de nous. Donc soyons devant et nous verrons que tout ce que l'on donne de bonheur, de bonté, on le reçoit en retour. C'est ça. Merci pour ces paroles de sagesse. Notre invité de ce matin est déjà en plateau. Alioune, je te laisse le soin de le présenter à nos téléspectateurs. Alors, on s'inscrit dans cette tradition depuis quelques années sur Kenkiliba, donc le fait de recevoir un haut cadre de ce pays en charge bien sûr de la question de la planification un peu de la population. Alors pour cette année-ci, on a le plaisir de recevoir le docteur Hassan Ndiaye, sociologue de formation. C'est important parce qu'on va aborder quand même des questions hautement sociologiques. Alors, il est directeur du développement du capital humain à la direction de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Alors, le prétexte, bien sûr, comme je l'ai rappelé, reste donc la célébration de la journée mondiale de la population ici au Sénégal. Et cette année-ci, il sera beaucoup question donc de la santé, de la reproduction. Et l'insigne honneur donc est accordé bien sûr, on peut le dire ainsi, à Malicounda. Alors Malicounda qui abritera la cérémonie officielle. Pourquoi Malicounda? Mais avant, on reviendra sur les différentes stratégies du Sénégal dans le cadre de la politique, bien sûr, de la santé, de la reproduction, les avancées, les échecs, mais également les perspectives. Et puis, l'occasion également se présente bien pour nous parce qu'il y a une heureuse coïncidence. Hier, je crois que la NSD a sorti un rapport sur l'état de la population ici au Sénégal. Donc, c'est des questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous. Par exemple, sur cette population sénégalaise qui doublerait d'ici 25 ans. Sur également le taux de fertilité qui est de plus en plus en baisse au Sénégal. Comment vous pouvez l'expliquer? Et sur également la prise en charge un peu de la scolarisation des tout-petits. On sait qu'il y a des disparités parce que cela est lié également à un certain boom dans les zones. Donc ça et là, l'État ne peut pas être partout, mais il a l'obligation d'être partout. Alors comment faire pour trouver donc, le parfait équilibre? Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous, docteur, durant cet entretien qui vous sera consacré. Docteur Hassan Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau avec nous. C'est partagé. Vous êtes un adepte du quinquilibre ou pas? Oui. D'accord, très bien. Vous êtes déjà servi alors. 75% de notre population a moins de 35 ans, une population très jeune. Et puis on était en train de douter un tout petit peu sur les chiffres par rapport aux hommes, pourcentage d'hommes par rapport aux femmes. Alors, les résultats préliminaires donnaient les femmes plus nombreuses que les hommes. Les résultats définitifs disent que c'est les hommes qui sont plus nombreux que les femmes. Du coup, ceux qui disent qu'il faut 2, 3, 4 femmes pour finalement rééquilibrer les choses ont retrouvé leur argument de taille finalement, n'est-ce pas, Alioune? Non, il faut, en fait, là, il faut faire attention avec ces chiffres. Ils peuvent être trompeurs. On parle des dames en état de se marier. Et là, elles sont toujours supérieures aux hommes. Non, mais comment tu fais le point, toi, les dames entre il faut éplucher le rapport. D'accord, donc il faut d'autres critères finalement pour savoir. Attention ça. à ces Ibou, comment tu interprètes tout ça, toi, finalement? En réalité, on le sait tous que c'est par tranche. Oui. Maintenant, est-ce que la tranche en âge de procréer, est-ce que ces femmes sont supérieures aux hommes ou pas en termes de normes? Nous le savons tous que oui, c'est la réalité. Hein? Maintenant, que faire? Nous savons tous une chose, sociologiquement, n'est-ce pas? La polygamie est quelque chose d'admise, et même avant même les religions. Nous sommes naturellement polygames. Est-ce que l'homme même n'est pas polygamique par rapport à la femme? Beaucoup de questions qui peuvent s'interpeller. Et avec ces indicateurs que nous avons, nous sommes tous d'accord que les femmes sont d'accord que la polygamie est une nécessité. Les hommes sont d'accord que c'est une nécessité. Est-ce que les femmes sont d'accord que la polygamie est une nécessité, ma chère Binta Charles? En plus, ce qui me surprend... Est-ce que toutes les femmes doivent se marier finalement? Vas-y. Voilà, là, je me rends compte que tout ce qui intéresse ces messieurs, c'est par rapport au mariage, à la polygamie. Or, le rapport est beaucoup plus important que ça, est beaucoup plus intéressant. Moi, je vais plutôt
évoqué l'aspect État, comment aujourd'hui l'État doit se préparer, se projeter. On dit que gouverner, c'est prévoir. Oui. On est en face on a une population jeune. Très jeune. Ce qui est un avantage. 75% à moins de 35 voilà, ans. ce qui est un avantage, un atout comparé aux autres pays qui ont plutôt une population vieille. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, comment prendre en charge les préoccupations de cette tranche de la population? Comment aujourd'hui, avec un Sénégal producteur de pétrole et de gaz, voilà, et de gaz, comment on va faire de tous ces jeunes-là? C'est ça la grande question. Voilà, la question de la polygamie, elle est secondaire. Mais attends, je veux dire, elle n'est pas secondaire non plus, cette question de la polygamie, je pense, parce que le mariage, c'est la procréation, c'est ça, absolument. Donc tout est lié finalement, c'est central. Mais c'est vrai, tu as raison, tous ces jeunes-là, finalement, si le dividende n'est pas bien utilisé, ça peut nous desservir. Ça peut représenter plutôt une bombe, tous ces jeunes, s'il n'y a pas d'emploi à côté, n'est-ce pas, docteur? On reviendra sur toutes ces questions avec vous dans la rubrique invité. Voici la capsule du coach Tandara. C'est l'heure de la gym sur la matinale. On vous retrouve dans un petit moment pour la suite. À tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, notre troisième capsule de la semaine en ce mercredi. Alors, mercredi, mesdames et messieurs, nous allons faire ce travail de renforcement de la paroi abdominale. Alors, la paroi abdominale, on a l'habitude de dire, mesdames et messieurs, pas de véritable force, pas de véritable santé pour le sportif sans une bonne paroi abdominale. Alors cette ceinture abdominale, mesdames et messieurs, avec ce centre de gravité du corps, encore une fois, je vous exhorte, je vous demande, mesdames et messieurs, encore une fois, de bien la travailler, puisque cette paroi abdominale sert à beaucoup de choses, et donc surtout dans l'équilibre, en tout cas, du corps, puisque là-bas, c'est vrai que la force, ça vous évite, toutes ces cellulites. Évidemment, vous pensez à une certaine lipolyse, mesdames et messieurs, en tout cas, pensez-y. Et tout de suite, mesdames et messieurs, je donne la parole au coach Do. Nous revoilà ce mercredi matin pour vous présenter notre troisième capsule de la semaine. Et comme coach Tandara l'a dit bientôt, ce sera une séance qui va nous permettre de renforcer la ceinture abdominale. La ceinture abdominale, comme vous le savez bien, elle joue un maillon entre le haut et le bas du corps. Donc, il faut bien solidifier les abdos, mais aussi la partie postérieure pour être fort au niveau de l'abdomen. Maintenant, vous qui n'avez pas le temps, vous qui ne trouvez pas le temps pour aller dans les salles de sport, pour faire ces exercices, vous pouvez faire ça en duo à la maison avec votre soeur, avec votre mari ou bien avec votre femme. Ça dépend de vous. Maintenant, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre à la pratique des activités physiques et sportives au minimum 30 minutes par jour, comme le conseille l'Organisation mondiale de la santé. Alors, sans plus tarder, on va vous donner rendez-vous tout de suite dans les démonstrations des exercices qu'on va proposer. Et suivez-nous bien. Merci beaucoup. C'est parti pour ce travail abdominal. Alors, mesdames et messieurs, regardez avec ces échanges de mains. Ici, c'est vrai, comme si c'était des salam aleik. Et que là, véritablement... Alors, évidemment, ça travaille un peu, avec un peu de gainage, ceci va faire du bien. Allez, encore une fois, mesdames et messieurs, suivez, regardez. On se fait des politesses, et tout ceci en travaillant, puisque ça se sent au niveau de la ceinture abdominale. Une autre manière de travailler les abdos ici, avec ces pieds qui sont jetés, en tout cas là-bas, vers l'arrière avec le coach Day, un duo toujours avec ce gros ballon. Allez, le Swiss Ball pour travailler les abdominaux, cela fait du bien, mesdames et messieurs. Ça fait partie des variantes du travail abdominal. Allez, ce travail, en tout cas avec un très très bon gainage. Mais là, encore une fois, on se fait des politesses avec les mains. Allez, un bon gainage, mesdames et messieurs. Ceci va fixer surtout la paroi abdominale.
Allez, ça fait beaucoup de bien, mesdames et messieurs. Et ça va les endurcir. Allez, excellent travail abdominal, puisqu'ici, mesdames et messieurs, eh bien, la paroi est vraiment touchée. Hein. Ça travaille beaucoup au niveau de cette paroi abdominale. On va reprendre avec le Swiss Ball, ce qui fait qu'on va véritablement envoyer les mains loin derrière. Alors, c'est vrai que les articulations en ont vraiment besoin également. Et ceci pour une très très bonne détente de tous ces muscles qui se contractent. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien suivi les démonstrations des exercices qu'on vous a proposé. Maintenant, il faut veiller sur votre posture pour travailler les muscles ciblés et essayer de maximiser les gains afin d'avoir une bonne ceinture abdominale, parce que la plupart du temps, vous voyez, on adopte de mauvaises postures, soit dans les embouteillages au niveau des voitures, soit au niveau des bureaux, ou bien soit quand vous faites certains exercices. Donc, il va falloir solidifier votre ceinture abdominale pour mieux améliorer votre état de santé. Allez, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, et merci beaucoup. Voilà, merci coach Do, merci également. Eh bien, à notre coach féminin qui nous vient de Mour, il s'agit de coach Ley. Merci à tous les deux. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité. Et Inch'Allah, demain, nous allons nous retrouver là-bas au plateau. Je vous salue tous là-bas sur le plateau, les invités. Je salue tout le monde, grosso modo. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Et Inch'Allah, demain, on arrive. Retour en plateau, 6h48, bienvenue. Encore une fois, si vous nous choisissez à l'instant, le débat se poursuit en plateau. Hein. Je crois que c'est le sujet de la polygamie qui est emmené ce matin qui fait tout ça. Mais à la régie, docteur, nos techniciens aimeraient également avoir votre avis en tant que sociologue sur la question véritablement. Merci Madame Sarah, bonjour à tout le monde. Bon, pour ce qui est de la polygamie, vraiment, bon, au Sénégal, je dirais que c'est légalisé. Oui. Bon, on est Ah, c'est bon, on l'entend parfaitement, okay. Allez-y. Je disais qu'au Sénégal, la polygamie est autorisée. Hein. On est un pays musulman. Et je me dis et puis traditionnellement aussi, et bon, la polygamie c'était légalisé. Et puis c'était au début pour chercher des bras. Pour au moins, plus on avait des femmes, bon, plus on avait des enfants, et plus on pouvait, au niveau des champs, les bras pouvaient aider. C'est ça. Mais c'est vrai que ça c'était avant. Aujourd'hui, on est confronté à un problème de population, ce qui fait que, franchement, c'est pas facile. Et puis, vu la conjoncture, les crises, etc., les gens ont tendance à repenser le problème de la polygamie. Mais juste aussi, il y a un nouveau fait qu'on peut constater. Aujourd'hui, les femmes qui n'aimaient pas la polygamie, aujourd'hui, elles veulent que leur mari puisse avoir d'autres femmes pour qu'ils puissent... Hein? Sauf Sarah. Ah, peut-être Sarah. Oui, pour qu'elles puissent disposer de leur temps. Pour aller travailler, pour vaquer à d'autres occupations, comme ça, elles ne sont pas obligées d'être tout le temps avec le mari et obligées de s'en occuper. Voilà, exact. C'est la passion de Ibou pour ce sujet que je ne comprends pas. Ibou, c'est notre France Nabé en réalité. Non, Ibou, après toutes ces années en France, je pensais que... Hein? Si tu avais opté pour la polygamie, ça t'éviterait une fois hors de Dakar, en mission de vouloir être toujours au téléphone, de t'occuper des moindres détails, de ce qui se passe à la maison. Ça ne me dérange pas, ça ne nous dérange absolument pas. Vouloir gérer à distance les caprices de monsieur. Non, c'est bon, on gère, ça ne nous dérange absolument pas. Hein. 6h50, la revue des titres de ce matin, on va la démarrer avec la une du quotidien de service public Le Soleil, pour revenir sur les 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye. Juste avant, Ibou, ton sujet de ce matin. On parlera d'opportunités d'emploi par rapport au GAFA, mais spécifiquement avec Facebook. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme emploi? La modération de contenu. Si je fais du contenu, Facebook est content. Mais l'État ne peut pas être content parce que je peux être dragon au savon
comme on voit que les gens se tapent dessus ou s'insultent. Et de ce fait, l'État est obligé de déployer plus de moyens, comme la cybercriminalité, plus de ressources pour pouvoir corriger quelque chose. Mais et si l'État prenait l'autre versant, pas le côté répressif, pas le côté même régulation, mais le côté partenariat et coopération, pour dire à Facebook, écoutez, vous êtes chez moi, vous utilisez votre notoriété, mes citoyens sont chez vous, qui s'échangent, qui peuvent se heurter, mais vous êtes dans l'obligation de faire la modération de contenu. Vous utilisez des individus, des citoyens américains pour faire la modération de contenu. Dans mon pays, vous utilisez d'autres nationalités, mais vous n'utilisez pas des Sénégalais. Et on pourra négocier dans quel type de partenariat, de coopération, Facebook et l'État du Sénégal peuvent créer des emplois ici, en télétravail, en touchant plusieurs corps. Ça peut être les albinos, ça peut être nos prisonniers en phase de réinsertion, ça peut être nos femmes qui ont beaucoup de difficultés à trouver le marché du travail. On va parler de ça. On en reparle dans un petit moment. Binta Charles. Alors ce matin, nous allons nous intéresser à la responsabilité civile en droit sénégalais. On se rend compte qu'on a 3 catégories. On a la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses et celle du fait d'autrui. Nous allons développer tous ces points et voir dans quelle mesure cette responsabilité-là peut être engagée. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la chronique Mais Alex. On retourne sur la revue des titres de ce matin. La une du quotidien Le Soleil, vous l'avez aperçu rapidement. 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye. Premier pas d'une gouvernance de rupture. Analyse donc de nos confrères à lire à la page 11. Et pas seulement, des pages 11 jusqu'à 16. Donc c'est un dossier complet que nos confrères nous proposent ce matin. Et puis, Alune et moi, on en parlait hier. On a donné notre avis sur le sujet. À la fin de la revue des titres, je reviendrai sur le sujet pour que Ibou et Binta Charles et notre invité également puissent revenir sur les 100 premiers jours du président de la République. Qu'est-ce que vous avez retenu sur ces 3 mois-là? Yor maintenant sur la révision du règlement intérieur de l'Assemblée. Cambeno verse encore dans le dilatoire. C'est pas fini pour ces déclarations de politique générale. Et je n'ai pas envie de parler de bras de fer finalement entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Il y a des correctifs à faire, bien évidemment. On attend qu'on puisse avancer sur ce dossier-là et que cette déclaration de politique générale se fasse à l'hémicycle ou dans l'hémicycle. Sud Quotidien maintenant sur la population. On a démarré le magazine avec 18 126 390 habitants en 2023, 35,8% de jeunes, 207 791 étrangers, quadruplement de la population en 50 ans. Le Sénégal en chiffres et en lettres finalement dans les colonnes de Sud Quotidien du jour. L'info sur le recensement général de la population et de l'habitat. Les révélations des statistiques à lire en détail ce matin. Alors les femmes se marient plus tard et ont moins d'enfants avec un taux de fécondité les plus faibles dans les villes les plus développé. On va analyser tout ça dans un moment avec notre invité en plateau, Réumi Quotidien, justement sur ce rapport provisoire du 5e recensement de la population. Les hommes en supériorité numérique, c'est ce qu'on constate également. La population sénégalaise est constituée de 50,6% d'hommes et 49,4% de femmes. Et l'espérance de vie est passée de 64 ans en 2023 à 68 ans en 2024. Le quotidien sur la visite chez les khalifes des Mourides et des Tidianes de Ousmane Sonko. Sonko sur les pas de Diomaye, c'est le titre qui barre la une de ce canard ce matin. À Touba et Tiwawan, il a exposé les grandes lignes du projet aux différents khalifes. Besbi, le jour, sur un tout autre sujet, la mise à jour du règlement intérieur. Jeu de député, non, de duputé finalement, duputé. C'est bien trouvé, député, duputé. Qui est dupe finalement dans cette affaire Accord sur la modification du règlement intérieur. Le groupe Benno Bokk Yakaar veut pousser Sonko à la faute par une déclaration de politique générale hors de l'Assemblée nationale. Et puis différents leaders qui s'expriment ce matin sur cette question dans les colonnes de Besbi le jour. À la une de l'As, la photo de Guy Marius Sagna. Il est en colère et ses questions écrites restent sans réponse. Quelles sont ces différentes questions et pourquoi est-il en colère? Détail donc à la page 5 du quotidien l'As ce matin. 24 heures sur l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou. Les familles réclament justice. Vincent Sambou qui déclare ceci: je ne pense pas que Didier et Fulbert iraient pêcher là-bas. Ce n'est pas à cet endroit-là qu'ils allaient pêcher. C'est ma conviction. On termine la revue des titres de ce matin avec le quotidien Stade, spécialisé en sport. 3 Lions timorés, Orange
d'attaque. C'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, à 19h, la deuxième demi-finale opposera l'Angleterre aux Pays-Bas. Qui donc pour retrouver l'Espagne en finale? Vous voyez qui? Les deux magnifiques losers d'Europe, l'Angleterre et la Hollande. Les Pays-Bas, la seule nation à avoir joué 3 finales de Coupe du Monde et à les avoir toutes perdues. L'Angleterre, le magnifique loser. Sur qui on a toujours beaucoup d'espoir. L'Espagne est déjà en train de savourer, de préparer la champagne. Parce que quel que soit le vainqueur de ce match-là, je crois qu'il perdra encore en finale. Oh là 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 là. Bon, le Sénégal faisait partie de ce club, le club des magnifiques losers. Il y avait le Sénégal en Afrique, l'Angleterre, les Pays-Bas. Heureusement, le Sénégal est sorti du cercle. Il reste nos deux amis. Il reste nos amis. Voilà. C'est vrai que les Anglais, on a vu même, je ne sais plus à quelle Coupe du Monde, ils avaient écrit la Coupe revenait à la maison. It's coming back. Mais finalement, c'est jamais revenu. Les Hollandais nous avaient tapés, les Anglais nous avaient tapés. Donc, je supporte l'Espagne et je leur demande bienvenue pour recevoir 5-0, j'espère bien. C'est vrai qu'à la dernière Coupe du Monde, oui, c'est ça. Je n'ai pas la rancune tenace, mais bon, légèrement. C'est l'Angleterre qui avait éliminé le Sénégal, oui, si je ne m'abuse. Voilà. Oui, tout à fait. Mais les Pays-Bas nous avaient battus aussi en match de tout à fait. À la dernière minute, hein, oui, à chaque fois. Bah, on s'était battu. Revenir sur ça, on s'était battu. Bon, bien parti. Match à suivre véritablement pour les demi-finales de cet Euro. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Allez, très rapidement sur les premières mesures, ou en tout cas les grandes mesures qui auraient véritablement retenu votre attention sur les 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye. Que retenez-vous en 3 mois, Ibou? Je vais rajouter quelque chose. Non, c'est ce que je voulais rajouter. J'ai dit en 3 mots, mais vraiment. Attends. Les visites, vraiment les visites dans la sous-région. Oui. Je pense que c'est la première fois. Le ministère, on dit le ministère des Affaires étrangères, on dit maintenant ministère de l'intégration africaine. C'est ça. Mais vraiment, on a été en totale harmonie avec cette appellation. Très bien. Donc les visites dans les pays de la sous-région. Absolument. Très bien. Binta? Alors, il est un peu tôt déjà pour véritablement dresser un bilan, mais on note que de grandes avancées ont été enregistrées. On se rend compte que l'une des premières mesures, c'est la révision des contrats de pêche, chose exceptionnelle, très bien. On a eu également les assises de la justice pour mieux réconcilier le peuple sénégalais avec Dame Justice. Et puis, comme Ibou l'a dit, les premières sorties du chef de l'État marquent également une rupture. Et voilà, ça a même payé parce qu'aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye, devant ses aînés, est nommé facilitateur au niveau de l'AES. Voilà, il est chargé de véritablement faire tout son nécessaire pour que ces pays-là puissent réintégrer, on va dire, la CEDEAO. C'est ça. C'est important. Docteur Hassan Diaye, moi, je dirais que ce qui m'a surpris, c'est le fait de leur immunité. Parce que franchement, avec, si on regarde dans le rétroviseur, bon, ne serait-ce que ce déplacement que vous venez de dire, on a remarqué qu'il va quelque part et aussitôt après, il revient. Et puis, ce n'est pas la bamboula, tout ça. Bon, tout le protocole, c'est bien réglé. Donc ça augure des lendemains meilleurs. Donc franchement, avec les 100 jours de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, on espère vraiment qu'il va nous mener dans de bons rails. C'est ça. Qui parlait hier d'eau et d'assainissement? C'était Hassan, c'est ça, sur le plateau? Oui, c'est vrai, à Touba, avec les premières mesures prises, c'est ça, tout à fait. Il faut dire aussi qu'au niveau de la zone de captage, ça c'est une première, mes voisins m'ont dit qu'il fallait absolument que j'en parle ce matin. En général, quand il pleut, il y a toujours de l'eau. Zone de captage. Oui, zone de captage sur la route. On connaît en tout cas les endroits où l'eau stagne. La réalité avant, c'est qu'il fallait attendre plusieurs jours pour que l'équipe se mobilise, pour qu'on puisse pomper. Mais avec la pluie de dimanche, c'est ça, la pluie dimanche, eh bien lundi, c'était déjà possible de rouler tranquillement parce que les services se sont déjà mobilisés dès dimanche soir. Moi, je me suis réveillée très tôt le matin, déjà à 3h, 4h. La route était déjà praticable. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé toute la nuit pour permettre aux gens de pouvoir circuler. Et là,
c'est très bien, hein, vous pouvez rouler. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Ils ont fait vite. Et ça, c'est quand même c'est une très bonne chose pour nous. Les 100 jours aussi, n'oublions surtout pas, pour nos amis serrères et parents serrères, Ah oui, ça, je la veux baisse pas. de prix. De brou. Pas, bien Par sûr, exemple, allez, maintenant, si vous achetez 7h02. 3 baguettes, on vous rend 50 francs sur les 500 francs. Alors qu'avant, vous donnez 525 francs. Maintenant, c'est 450. 450 450, c'est les 3. Mais c'est super. La baguette. Donc, si vous achetez 100 pains, vous voyez le nombre. Mais oui, parce que c'est à l'échelle qu'il faut voir l'économie qu'on fait. Tout à fait. Quand on vous rend 75 francs, Ça quand va. même, c'est Et agréable. même le C'est pas 7-7L à saluer également. Hein. Oui, Ouais. tout à fait. L'idée, Il y a absolument. plusieurs activités. Et surtout l'apaisement. Nous avons tous vu que la parole s'est libérée. J'ai beaucoup apprécié quand j'ai vu l'ancien ou l'ex-ministre Alioune Ndoye, le parent Lebou du plateau, être invité à la RTS. Soyons honnêtes quand même. Ça démontre que c'est le service public. Que tout le monde, je rêve vraiment des partis politiques en opposition et pouvoir, société civile, débattent ici au niveau de la RTS. Que la parole s'y libérée quand même, soyons pondérés dans nos propos. J'ai vu certains propos adressés à nos autorités quand même. Ça s'appelle du yébaté au Sénégal. Il faut qu'on soit vraiment dans la courtoisie. Merci, vous. Hein, vraiment dans la courtoisie. Cette parole libérée, on peut voir. Mais aussi, il y a une chose. La période de Tabaski, il nous semble que personne s'est reproché, ou en tout cas a parlé de difficulté d'avoir le mouton. Hein, n'est-ce pas? Et surtout également, félicitons le ministre de l'Enseignement supérieur qui a réussi encore à pacifier l'espace universitaire et seulement de nous promettre que la rentrée sera comme dans les standards que nous connaissions. Très bien, c'est vrai. On retourne à une année académique universitaire tout à fait normale. On peut revenir sur plein de choses, on peut faire 90 minutes en 100 jours. Il y a quand même eu beaucoup de faits et beaucoup d'actes posés, bien évidemment. Merci, mon cher Ibou. Hassan disait la même chose hier. J'ai l'impression que c'est cette chaise-là, il y a quelque chose qui fait ça, finalement. 7h03, on avance sur notre conducteur. Chronique sociétale avec Ibou, on va parler justement des opportunités qu'offrent les réseaux sociaux et notamment à Facebook. Oui, parce qu'il y a les impôts, il faut payer. Tout récemment, le Sénégal a réussi quand même enfin de mettre la TVA. Je n'ai même pas besoin qu'on nous dise la TVA numérique. C'est de la TVA. Si j'achète mon pain, je paye la TVA 18%. C'est comme ça. Si je construis ma maison, je paye la TVA. Si je prends le transport, je paye ma TVA. Mais n'est-il pas logique que quand même, quand j'achète un bien numérique, je paye la TVA? C'est aussi simple que ça. Après, il faut voir comment l'améliorer. Et enfin, en parlant de Facebook, qui a fait 70 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. 70 000 milliards de chiffre d'affaires. Et là, c'est le bas, du bas, du bas. Comme en bas de l'échelle. Mais nos États gagnent quoi finalement? Rien. Rien. Avec Facebook, il n'y a même pas une dizaine d'emplois au Sénégal. Alors que Facebook a l'ensemble des données sur Facebook que les Sénégalais font leurs transactions en ligne. Et quand vous envoyez un contenu sur Facebook, il y a ce qu'ils appellent leurs normes communautaires. Ils définissent, ben écoutez, si vous dites telle chose, on peut supprimer. Si vous faites ceci, on peut supprimer, etc. C'est par rapport à leur standard. Ça, c'est une bonne chose. Mais la meilleure des choses, c'est qu'on ne peut plus accepter que dans ce pays-là, qu'on puisse être sur Facebook et tenir des propos où l'État est obligé de suivre la plainte qui a été adressée à son niveau. Vous m'avez injurié, je fais capture d'écran, je saisis la cybercriminalité. Mais ce sont des fonctionnaires où ces moyens, ces ressources, c'est l'État qui les donne. Ça vient de nos impôts. Et on dépense de l'argent, on convoque les gens, on échange avec les gens, on fait l'instruction. Mais tout cela, s'il n'y avait pas Facebook, ce serait juste les choses où nous sommes habitués à faire. Mais comme Facebook amène ces surcharges de dépenses, il faudrait qu'on trouve un canevas où travailler avec Facebook. La meilleure des solutions avec Facebook, c'est sur la modération de contenu. Avec la modération de contenu, ils le font. Mais il n'y a aucun emploi créé, ou en tout cas, quand j'ai essayé d'avoir avec leurs contacts, et puis ce n'est pas quelqu'un même du Sénégal qui s'occupe de ça au Sénégal. Non, non. Ceux qui s'occupent de notre Facebook sénégalais, ils ne sont pas d'abord sénégalais du tout, et puis ils sont en Irlande, vous échangez, vous essayez d'expliquer, mais ils restent dans leur standard. Et maintenant, c'est à l'État de créer, parce que comme c'est une nouvelle révolution du numérique, une nouvelle activité qui fait une surcharge de dépenses,
Mais il nous faut maintenant être créatifs. La modération de contenu. La modération de contenu, c'est quand je fais des vidéos, des textes destinés à la plateforme Facebook. Maintenant, comment procéder? C'est de leur dire que dans le cadre de partenariat, dans le cadre de coopération, nous vous proposons d'être la phase pilote. Parce que nous savons tous que Facebook, là, au moins dans les 15 ans, 20 ans à venir, va continuer d'exister. Facebook est créé depuis 2004. Ça fait 20 ans que Facebook existe. Ils étaient en 2012 800 millions de comptes utilisateurs dans le monde. Maintenant, ils sont à plus d'1,2 milliard de comptes actifs, de contenu. Non seulement il y a nos données des Sénégalais qui sont sur Facebook, mais également on ne peut plus s'en passer. Qu'est-ce qu'on fait? On leur propose de faire la modération de contenu. Comment faire la modération de contenu et qui fait la modération de contenu? Il y a le ministère de la formation professionnelle qui a ce qu'on appelle le certificat de spécialité, qui prend 45 jours au maximum 3 mois. Formons le métier de modération de contenu, parce que c'est un métier. Comme la médiation digitale, c'est un métier. Ce sont de nouveaux métiers qui sont là, qui n'ont pas encore de réel curricula, qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Maintenant, qui vont cibler? Si vous prenez nos albinos, le soleil les tue à long terme. Ils peuvent travailler en mode télétravail et totalement à l'abri du soleil. Et qui sont les prisonniers qui sont en phase de réinsertion? Il faut qu'on les apprenne à se réinsérer dans la société. La modération de contenu est également une opportunité. Nos femmes qui, diplômées ou pas, mais qui veulent être dans le marché du travail, mais avec beaucoup de difficultés dans comment concilier la famille, le foyer, le travail, c'est un mode télétravail avec la modération de contenu. Il y a également nos étudiants en langues étrangères qui peuvent aussi bien modérer le contenu espagnol, anglais, etc. Il y a également nos retraités, surtout les enseignants, qui lisent et écrivent. C'est une passion. C'est une passion, c'est vrai. Et puis surtout, ça leur permet d'avoir le petit gain. Je rappelle que Facebook paye presque 1 million de francs CFA pour ceux qui font la modération de contenu. Et dans les années 2000, il y avait ce qu'on appelait une société qui faisait de la délocalisation de les appels avec les opérateurs téléphoniques. Oui. Avec, dans les années 2000. Avec CCI, est-ce que ça existe encore? Je pense qu'il y a d'autres qui existent. Exact, c'est ce même modèle économique. Les centres d'appel. C'est ce même modèle économique avec la modération de contenu. Il suffit que l'État lui-même, fasse la proposition à Facebook, parce que Facebook ne traite pas lui-même directement le contenu. Non, il a contracté avec un privé, mais c'est un privé qui est en Occident. Donc, à nous de proposer, nous, Africains, nous d'abord Sénégalais, pour être la phase pilote. En formant avec le ministère de la formation professionnelle par un certificat de spécialité sur la modération de contenu, ce qu'on appelle les modérateurs, et de les mettre à la disposition des 14 gouverneurs. Vous vous rendez compte, si on a une cohorte de 200 personnes qui sont formées dans la modération de contenu et qui s'occupent par zone géographique, sous l'édige du gouverneur, on va dire que voici Facebook, durant cette période, nous avons fait ces tests, voici la phase pilote, voici les résultats que nous avons et nous vous proposons une coopération, un partenariat pour la modération de contenu au Sénégal. Une véritable niche d'emploi, si véritablement nos autorités s'arrêtent sur la question, on peut y voir des opportunités véritablement. Avec une population aussi jeune, je crois qu'il faut véritablement réfléchir sur ce que le digital ou le numérique pourrait apporter en termes de solutions. Alioune Badara. Mais bien sûr, je pense que c'est une piste de solution par rapport à la problématique de l'emploi. Mais le problème également, le non-dit, c'est que les États africains sont impuissants face à ces GAFAM. Ils n'ont pratiquement aucun moyen. Là où, par exemple, l'Europe a su convoquer Mark Zuckerberg, qui est venu à la Commission de l'Union européenne se présenter devant les parlementaires européens, voilà, pour être en phase avec les attentes donc, des décideurs européens. Ça, l'Europe peut le faire. Mais est-ce que l'Union africaine aujourd'hui a cette capacité-là de demander à Mark Zuckerberg de venir au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour le faire? Je ne pense pas, parce qu'il y a l'imposition. Par exemple, aujourd'hui, eux, les GAFAM-là, ils externalisent pour la plupart leur impôt. Ils ne paient pas l'impôt ici au niveau local. Rares sont les États qui parviennent à capter ne serait-ce que 1% peut-être de leurs bénéfices, surtout pour les États en tout cas du tiers-monde. Ça également, c'est l'autre défi de taille. Et je sais que le petit Sénégal, bon, je ne suis pas petit par la renommée, mais par rapport au levier
dans le domaine géopolitique, devrait s'unir avec les autres États africains pour peut-être amener ces GAFAM-là également à faire ce qu'ils font en Europe, c'est-à-dire au moins à payer l'impôt, mais également que le contenu, que les États puissent avoir leur mot à dire, et que également les nations puissent être prises en compte dans le recrutement. Ça également, c'est important. C'est ça. Mais par exemple, vous prenez Facebook. Facebook recrute combien de personnes ici au Sénégal? Parce que c'est insignifiant. Vous en connaissez-vous? C'est insignifiant. Souvent, on ne parle que de leurs représentants. Une seule personne, c'est une population de et combien d'abonnés? Et combien d'abonnés? Et combien d'abonnés? Mais pratiquement des millions et des millions d'abonnés. Ils se font quand même une manne financière, mais incroyable. Mais en retour, qu'est-ce que les États africains gagnent de tout cela? Pratiquement rien. C'est insignifiant. Je parle sous le contour de l'expert qu'il est, parce que c'est son domaine quand même, le milieu d'éthique et tout. Mais il y a véritablement des choses à faire pour que ces GAFAM-là puissent véritablement participer au développement de l'Afrique. C'est ça. Et rétroverser d'une certaine façon quand même ce qu'ils gagnent ici, sous nos tropiques. On parle de Facebook, mais on sait que derrière, il y a d'autres réseaux sociaux également. Hein. Il y a Instagram, il y a TikTok qui, jusqu'à présent, ne paye pas les influenceurs africains. Et la question est toujours là jusqu'à présent. Oui, allez-y, docteur. Je disais, espérons avec le nouveau régime qu'ils mettent la question ou les questions sur la table. Oui, absolument, pour qu'on en discute. Parce que si on décide... Je sais qu'il y a des pays où il n'y a pas Facebook, hein, où c'est bloqué. Imaginez la Chine, oui, absolument. Sur tout un continent, si on dit qu'il n'y a plus Facebook, forcément, il y a un manque à gagner quelque part. Donc, il y a des arguments à mettre sur la table pour renégocier les choses, revoir les choses, pour que nos pays puissent véritablement profiter également des retombées des activités de ces GAFAM. Tout à fait. Et surtout, comme l'a évoqué Alioune Badara, seul, ça va être compliqué, mais dans le cadre de l'Union africaine, puisque ce ne sera plus le marché de 17 millions d'habitants sénégalais, mais là, on va parler de centaines de millions sur le continent africain. Donc, une fois au niveau de l'Union africaine en tant que telle pourra justement convoquer que ce soit Mark Zuckerberg ou le monsieur de TikTok qui aussi a été convoqué aux États-Unis. Alors, comme tu l'as dit, voilà, comme tu l'as dit de TikTok. Comme tu l'as si bien évoqué, c'est Twitter. Je parle de TikTok. C'est un Chinois. C'est un Chinois. Voilà. Et on se rend compte que même par rapport à l'utilisation des données personnelles, eux, ils les utilisent comme ils veulent. Aux États-Unis, c'est restreint. TikTok par rapport. Le monsieur a été même convoqué au niveau du Sénat parce que justement, il pense qu'on détournerait ces données. Sur TikTok. Voilà, pour dire un peu que les gouvernements sont très regardants par rapport à ces questions-là. Maintenant, comme je dis, au Sénégal, oui, seul, ça va être compliqué, mais dans le cadre de l'Union africaine, il faudrait que ces questions pertinentes soient mises sur la table et qu'ensemble, nous puissent trouver des solutions parce qu'ils se font également beaucoup d'argent. On a vu maintenant la publicité sur Facebook. Oui. Voilà. Elle est énorme parce que maintenant, tout le monde est entrepreneur et pour une meilleure visibilité, les réseaux sociaux sont utilisés et tu payes. Voilà, via la carte bancaire, etc. Donc, les pubs, elles défilent comme ça. Donc, ils se font énormément d'argent. Or, c'est des Sénégalais qui donne cet argent-là, forcément, l'État devrait avoir sa part. Donc, c'est des questions pertinentes qu'il faudrait soulever à l'Assemblée nationale et au sein de grandes institutions comme l'UA, la CEDEAO. Et il ne faut pas oublier ces questions-là, justement, parce qu'elles sont essentielles et importantes. Ibou, on ne t'a pas choisi comme conseiller, non? C'est pas encore fait. Non, mais ça va venir. Il faut sur ces questions-là, notamment où tu es vraiment spécialiste, mon cher Ibou. Pour terminer, c'est de se dire que si vous avez les albinos, si vous avez les retraités, si vous avez les étudiants en langue étrangère, si vous avez nos prisonniers en phase de l'insertion, si vous avez les handicapés physiques. Je rappelle, un handicapé physique, c'est permanent. Alors que quand nous, on a mal au genou, c'est temporaire. Mais eux, c'est permanent. Donc, il faut qu'on les intègre dans les dispositifs de l'employabilité. Très bien. Quand vous parlez de conseillers, je félicite M. Aronin Touré, qui, depuis plusieurs années d'abord, travaillait sur l'employabilité des personnes, surtout des femmes, au niveau de Thiaroye, qui vient d'être nommé comme conseiller technique auprès du PM. Je pense que ces leaderships-là, qui ont éprouvé, peuvent accompagner la modération de contenu avec le ministère de la formation professionnelle et qu'on met à la disposition des gouverneurs. Si on a une cohorte de 200, qu'on fasse la phase pilote avec cette phase pilote qui est éprouvée et de dire à Facebook, voilà plusieurs mois que nous avons fait ce dispositif en place, voilà les emplois que vous pouvez accompagner par votre RSE, par des soutiens qu'on peut. On peut même ici au Sénégal, quand on vous donne une bourse de sécurité
familiale, être accompagné par un emploi, parce que vous ne pouvez pas tout le temps vivre avec cette bourse, mais peut-être que chez vous, quelqu'un peut être formé sur la modération de contenu. Très bien, merci mon cher Ibou. On attend la réaction évidemment de nos internautes et téléspectateurs sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RPS. On avance, on passe à la rubrique invitée, juste après ceci. Retour en plateau, docteur Hassan Diaye est notre invité de ce mercredi matin. Il est sociologue, directeur du développement du capital humain à la direction de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Voilà, donc monsieur Ndiaye qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau, docteur Ndiaye, à quelques jours, à quelques heures pratiquement on peut le dire, du lancement officiel donc, de la journée mondiale de la population qui sera célébrée dans le département de Mbour, plus précisément à Malicounda, dans la région de Thiès. Thiès, l'incontournable encore une fois sur ce plateau. Et donc on reviendra sur évidemment la pertinence bien sûr de cette célébration, mais également sur les politiques un peu de population de l'État du Sénégal, et ce depuis plusieurs décennies. Ce qu'elles ont donné comme résultat, est-ce qu'elles ont permis quand même de régresser un peu donc l'analphabétisme de faire régresser l'analphabétisme dans notre pays, également sur la santé de la reproduction, un sujet d'une grande sensibilité quand on sait que c'est un droit pour les filles, mais tenant compte d'une réalité sociologique, vous le sociologue. Alors est-ce qu'il est aisé pour un État comme le nôtre de pouvoir véritablement prendre en charge cette question qu'est la santé de la reproduction ici au Sénégal? Merci M. Khan pour ces interrogations. C'est vrai que dans un pays comme le Sénégal, parler de la santé de la reproduction peut ne pas être chose aisée. Qui est un droit quand même, il faut le préciser. Qui est un droit. Voilà, l'être humain, mais tout dépend de l'angle d'attaque où on va intervenir. Parce que souvent, nous, avec nos partenaires qui parlent de santé sexuelle ou ils ont des tendances autres, nous, on préfère parler de santé de la reproduction. Et sur ce, on est à l'aise. On est à l'aise. Et le Sénégal a toujours opté pour cette santé de la reproduction. Donc, il y a eu des avancées qui ont été faites sur cette santé de la reproduction. L'État a mis des moyens, mais malgré tout ça, il y a eu des problèmes. Parce qu'il y a des grossesses précoces, même au niveau scolaire. Par exemple, à Mbour, dans le Malicounda, il y a au niveau des écoles des grossesses au niveau du primaire. Et il y a aussi le problème de l'excision des filles à Malicounda, etc. C'est pour cela. Peut-être on va revenir là-dessus. Ça explique d'ailleurs le choix de Malicounda. Voilà. Un des choix de Malicounda. Et puis il y a aussi une population qui a doublé en l'espace de 20 ans. La population a doublé. Alors que de manière générale, c'est tous les 25 ans que la population double. Mais à Malicounda, on a vu que de 2013 à 2023, la population a doublé. Voilà. Bon, peut-être cela s'explique par le boom économique que connaît un peu cette zone, Malicounda. Oui, parce que c'est une zone attractive. Mais aujourd'hui, Malicounda est devenue une zone vraiment attractive. Ça pourrait être l'une des explications. Alors, la population, d'après les chiffres sortis hier par l'ANSD, va doubler. Oui. D'ici 25 ans, on sera à près de 30 millions. Voire plus de Sénégalais. Oui. Doit-on avoir peur par rapport à la gestion d'autant d'aspirations, de besoins? Pas vraiment, parce que, si on parvient à maîtriser cette population, ça ne sera pas un bombe démographique, mais ça sera quelque chose de bien fait. Parce que, par exemple, si on parvient à avoir un capital humain de qualité, peut-être que les gens aient une bonne santé, avoir fait de bonnes études pour aspirer à avoir un travail décent et puis, après épargner, ça vraiment... Ça pourrait être finalement une bonne chose. Ça pourrait être une bonne chose. Donc le Sénégal se doit d'être pronataliste et non antinataliste parce que les deux théories s'opposent et c'est depuis des années. On a besoin... Non, c'est pas un... Vous trouvez que notre pays est encore sous-peuplé? Non.
le Sénégal, vraiment, peut être pronataliste. Ok. Et doit être pronataliste parce que bon, la population ne doit pas être un frein. C'est ça. Oui, ce n'est pas un frein, c'est une opportunité. Si on parvient à capter notre dividende démographique. C'est ça le challenge. Voilà. C'est ça le challenge. Voilà. On en parle depuis des années, comment capter les dividendes démographiques, comment faire quand même de ce boom démographique si on un atout. Mais par quel chemin, par quelle stratégie? Par quelle stratégie? C'est ce que je viens de dire. C'est par exemple, si on parvient à... excusez-moi. Si on parvient à avoir une bonne santé pour les personnes, avoir une santé pour tous, mais aussi avoir fait de bonnes études pour aspirer à un travail décent. Et par la suite, quand on a un travail décent, on peut aspirer à faire des économies, de l'épargne pour pouvoir investir après. Donc cette population doit être en bonne santé, et elle doit être éduquée et formée. Donc la question de l'éducation, de la formation, que de défis, et de l'employabilité, et ensuite trouver des emplois à tout ce monde-là. À tout ce monde. Et une fois que c'est fait, bon, on peut aspirer Mais on sait que la grande équation pour beaucoup d'États africains, c'est-à-dire nos partenaires, ceux qui sont un peu, partenaires, on ne peut pas utiliser un autre terme, même si des fois c'est un peu en contradiction avec nos attentes à nous. Souvent, ils font de la question de la natalité l'un des thèmes centraux de leur axe de coopération avec nous. Ils ne peuvent pas nous le dire de façon flagrante, mais c'est comme qu'ils diraient, écoutez, limitez vos naissances. En vérité. Alors que nous avons des terroirs qui demandent à être habités, à être développés. Parce que moi, je trouve, en tant que Sénégalais, que quand je fais le tour, l'intérieur de mon pays, que ce pays est sous-peuplé. Alors, comment faire? Et puis, non. C'est cet équilibre-là à trouver. Ne pas les écouter. Parce que, et je crois qu'avec le nouveau régime, où il parle de souveraineté, etc., donc on a bon espoir. Franchement, parce que ces gens-là, regarde, si on dit de nous limiter, nous, on n'est pas dans le besoin de nous limiter pour les naissances, etc., notre population. Et si vous voyez l'Allemagne, confrontés à un vieillissant, vieillissante. Et d'autres pays, même la Chine, elle a commencé à mettre fin à la politique de l'enfant unique. Oui, de l'enfant unique. Exactement. C'est vrai. Donc tout ça. Donc bon. Vous savez, ces Européens-là... Peut-être qu'ils ont peur un peu de cette force des il faut dire que bon, ils ont peur d'être concurrencés plus tard par... Vous avez vu tout avant, avec le Nicaragua, l'Amérique avait besoin de bras. Et à un certain moment, ils ont laissé tout le monde passer, mais à un moment, ils ont arrêté. C'est ça. Et d'ailleurs, ce que vous dites là, ça a été parfaitement bien résumé par le docteur Abdourahmane Diouf, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, sur une vidéo qui a très virale sur les réseaux sociaux. Il est revenu sur les raisons qui ont fait que l'Afrique, pendant près de 4 siècles, a été sous domination occidentale. Parce qu'on était sous-peuplé. Les Européens débarquaient en conquérant parce qu'ils étaient plus nombreux que nous. Donc forcément, quand vous devez vous battre contre 10 personnes alors que vous n'êtes qu'une seule, ça va être très compliqué, ce qui est arrivé à l'Afrique. Mais aujourd'hui, les choses sont inversées. Et ce qui fait que, ailleurs, ils ont peur maintenant. Que ce qu'ils nous ont fait subir, qu'ils le subissent eux maintenant à leur tour. Parce que dans 20 ans, 30 ans, voire 50 ans, l'Afrique risque de prendre la place de ces pays-là en termes de population. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué un fait important par rapport aux grossesses précoces qu'on voit surtout dans des zones un peu reculées. Alors, qu'est-ce qui est fait pour ces jeunes filles en milieu scolaire, des fois, qui malheureusement, à cause d'une grossesse, sont obligées de laisser les études et autres? Bon, c'est vrai que, dans le passé, quand il y avait grossesse, automatiquement, on retirait la jeune fille de l'école. Mais maintenant, c'était une injustice. Mais par la suite, depuis un certain nombre, depuis l'année dernière, ou je ne sais plus, maintenant, avec la grossesse de l'adolescente, elle peut continuer à faire ses études. L'un de ses droits est privilégié. Mais alors, on sait que toujours en épluchant ce rapport de la NSD, le taux de fécondité baisse au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas le résultat malheureux de ces différentes politiques de planification familiale? On se souvient un peu de ces annonces à la télé sur comment limiter les naissances et tout cela. À l'époque, beaucoup de
de dames, hein, c'était vraiment laissé tenter, hein, sont adonnés à la planification. Est-ce qu'on n'en paie pas aujourd'hui vraiment le prix? C'était ma question aussi, mais ça n'allait pas aller dans ce sens. J'allais dire, qu'est-ce que les choses ne se régulent pas de façon tout simplement naturelle, parce que les femmes travaillent maintenant de plus en plus. Donc, elles ont moins de temps pour se consacrer justement à ces questions de fécondité, de natalité. Et on fait les enfants de plus en plus tard. Oui, ils se marient elles se marient de plus en plus tard parce qu'ils sont souvent à l'école. Le temps de finir les études. Finir les études à peut-être 23 ans, etc., le temps qu'ils travaillent et de se marier. Donc, ça fait un bon bout de temps, ce qui fait que la fécondité va baisser, comme l'a dit Mme Sarah. Donc, ce n'est pas le résultat de ces politiques institutionnelles encourageant la gente féminine à... Non, il y a forcément un lien. Il y a forcément un lien. C'est également une des causes. Parce que vraiment, l'État a mis des... À l'époque, pour dire très souvent, planification familiale, et puis il y a des planifications familiales qui font que, il y a la planification familiale qui est une exigence pour certaines femmes pour des questions de survie, parce que quand on en fait trop, les enfants, je veux dire, la santé de la maman peut être la vie même de la maman peut être en danger. Et pour d'autres femmes, aujourd'hui, c'est un choix. Pour les couples, j'ai envie de dire aussi, c'est un choix parce que ça se discute aussi avec le mari, où on se dit, bon, par rapport aux responsabilités que la femme occupe, parce que certaines sont à des postes de décision qui font que, finalement, on ne peut pas avoir 5, 6 enfants. Ça pose problème. Et malheureusement, pour nous, les femmes, c'est là où, moi, en tout cas, je vois la question de la dimension genre. C'est que sur certains métiers, on opte beaucoup plus pour les hommes parce qu'on se dit qu'ils seront là tout le temps. Or, chez les femmes, il y a la question des congés de maternité qui revient sur la table. Donc, on prend en compte tout ça et finalement, les choses petit à petit aussi se régulent naturellement. C'est pas facile pour les planificateurs de l'État du Sénégal. C'est un vrai dilemme. Espérons que ce qui se passe de l'autre côté puisse venir d'ici, où les hommes peuvent prendre des congés de maternité. Non, mais vous en feriez quoi? Pour vous aider. Non, nous aider à quoi? Non, on le sait, messieurs. Même quand vous êtes en congé à nos côtés, qu'est-ce que vous faites véritablement? C'est une question d'éducation. Et puis on est dans des sociétés polygames. Si les hommes prenaient de congé de paternité, vous prenez chez la première, vous prenez chez la deuxième, vous prenez chez la troisième, vous prenez chez la quatrième. C'est la société qui gagne dans tout ça. On gagne au niveau quoi? J'ai été tout récemment à Bani Israël, qui se trouve vers Tambacounda, n'est-ce pas, Komoti, etc. Et il manque de lycées. Je pense que dans la planification, avec cette dividende géographique d'abord, et surtout avoir le capital humain bien formé, c'est d'avoir le maximum de lycées. On parle de grands pôles régionaux maintenant de développement. Et qu'est-ce qu'il en est en termes d'infrastructure, beaucoup plus dans ces zones-là, beaucoup plus vers Komoti, vers Bani Israël et vers Bakel, parce que quand même, toute cette population-là migre vers Dakar, parce que Dakar, c'est plus confortable, on a tout à disposition. Et dans la planification, en termes d'infrastructure, est-ce qu'il y a ces points-là qui sont soulevés, ou bien si vous pouvez en partager? Oui, je crois que, il y a ces disparités-là. Peut-être avec parce que ces zones sont peu peuplées également. Avec le projet, ils sont tous ici. On est en train de faire des choses où, on va remettre les choses en ordre. Et comme c'est souvent en forme de pôle, les projets parlent de pôle, une fois qu'on va distinguer ces différents pôles, je crois qu'on va revenir à l'orthodoxie. Au moins que chacun, il y aura une égalité parfaite, qu'on soit à Dakar ou qu'on soit à Fongolemi, ce sera la même chose. Merci beaucoup, docteur Ndiaye. Restez avec nous dans la deuxième partie. On reviendra naturellement sur le déroulé de cette cérémonie officielle donc, de célébration de la Journée mondiale de l'environnement à Malikounda, mais également de la population. Je parle de l'environnement. J'aime tellement l'environnement. Mais les deux sont liés. Hein. Sans un environnement sain, c'est le One Health maintenant. Sans un environnement sain, rien ne serait possible. Donc la Journée mondiale de la population, mais aussi parler un peu de comment vous mettez comment vous appuyez également sur les relais communautaires, que sont les chefs traditionnels et coutumiers, les Badianogor également, pour une meilleure santé de la reproduction qui tiendrait compte aussi des droits donc, de la femme. Ça également, c'est important parce qu'il y a dans certaines zones quand même beaucoup de dames
subissent quand même une pression sociale terrible, fait qu'elles n'ont aucun droit sur leur propre corps. Or, je pense que quand même ça, c'est quelque chose à revoir. Nous sommes en 2024 parce que, comme l'a dit Sarah, beaucoup d'entre elles sont souvent victimes donc de drames au moment un peu de la naissance de leur enfant. Donc, on y reviendra dans la deuxième partie, Inch'Allah. Restez avec nous. Merci. 7h31 exactement. Merci de votre fidélité à la matinale. Voici le choix de ce clip ce matin. Vous rappelez que le deuxième tour du baccalauréat démarre donc aujourd'hui. Bonne chance donc à ceux qui ont une seconde chance. Et puis bien sûr, c'est aujourd'hui que démarrent également les activités de lutte antivectorielle pré-hivernale. Et ça, Binta Bokoum tenait absolument à ce qu'on en parle. Et la raison, les opérations de sensibilisation, de délarvation, de désinsectisation, de saupoudrage de grande envergure des quartiers pour lutter contre les moustiques et autres entrepôts de vecteurs de maladies transmissibles dans toute l'étendue de la région de Dakar. Donc, réservons un accueil chaleureux aux agents du service d'hygiène qui vont évidemment s'atteler à cette tâche-là. Vous êtes au courant, passez l'info également autour de vous. Voici maintenant notre bulletin d'info, le tout en images. À tout de suite. L'industrie occupe une place de choix dans le programme de campagne du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec de grandes innovations. 100 jours après son élection à la tête du pays, les acteurs du secteur apprécient certains actes posés tout en proposant des orientations. Nous, on attend le président au niveau d'abord de la vision. Sa vision est bonne, je pense que ça colle à peu près à ce que nous, nos industriels s'attendent, parce que les industriels sont des gens très pragmatiques. N'aiment pas beaucoup les discours, veulent voir des choses concrètes parce qu'on vit l'industrie le jour, heure par heure. Et l'industrie n'attend pas et les besoins sont là. L'industrie est le poumon de l'économie d'un pays. Le secteur crée à la fois de la richesse et d'emplois, raison suffisante pour les acteurs de demander à l'État de tenir le plus rapidement possible une assise sur l'industrie afin de mieux coordonner les actions. Au niveau de l'industrie, on est dans l'attente. Et nous pensons que c'est vrai que le président a fait les assises sur la justice, c'est bien. Nous n'allons pas dire que pourquoi pas les assises sur l'industrie. Non, on va dire les assises et l'industrie. Depuis le président Diouf, un seul conseil interministériel ne s'est pas tenu dans l'industrie. Et encore moins un conseil présidentiel. Alors que le président Macky Sall nous a laissé avec un décret. Donc pour instituer un conseil présidentiel de l'industrie, mais qui ne s'est jamais tenu. Il y a aussi un arrêté qui date d'une année pour installer un comité interministériel sur l'industrie qui ne s'est jamais tenu. Récemment, le président de la République a pris la mesure de diminuer certaines denrées de grande consommation. Mais selon les industriels, réduire les coûts de la vie, c'est bien. Mais augmenter le pouvoir d'achat des populations, c'est encore mieux. Je vous donne juste 2 pays. Je vous donne Singapour et le Japon. Est-ce que c'est des pays qui cultivent ? C'est des pays qui ne meurent pas de faim. Ils ont le pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, on peut l'avoir que... Exerce sur la population active dans le contexte d'un taux élevé de dépendance qui favorise l'immigration. Autre indicateur, la concentration de la population dans les régions de Dakar, 22% Thiès, 13% et Diourbel, 12%. Il est également mentionné la diminution de la fécondité et l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Des chiffres qui devront aider à la prise de décision. Le recensement n'est pas une fin en soi, mais un outil précieux pour l'élaboration de
vu que c'est du fait de la chose, on va voir au moment de au moment de l'accident, qui avait ce pouvoir de contrôle, c'est-à-dire qui avait qui était au volant. Maintenant, c'est cette personne-là qui va être tenue pour responsable. Ça va être le cas également pour quand j'ai un objet, je ne sais pas, quelque chose de tranchant ou autre qui va bien sûr blesser la victime. On est responsable, non pas parce qu'on a commis directement la faute, mais plutôt parce qu'une chose dont on a la responsabilité est la cause d'un dommage. Voilà. On a également un autre type de responsabilité, celle nommée la responsabilité du fait d'autrui. Là également, personnellement, nous n'avons pas commis la faute, mais on se rend compte que la faute a été commise par des personnes dont on doit répondre. Ce sont là les termes utilisés par la loi. Maintenant, quelles sont ces personnes-là dont on doit répondre? On remarque qu'il y a 3 catégories. Déjà, il y a le parent, l'autorité parentale, le parent qui... le père, la mère doit répondre des actes de leur enfant mineur, mais qui cohabite avec eux. Donc, ce sera l'enfant mineur, parce qu'on rappelle qu'on peut être émancipé même en n'ayant pas 18 ans révolus, mais lorsqu'on est considéré comme mineur, on n'a pas encore 18 ans. Donc, si on est mineur et qu'on habite avec nos parents vont être responsables de tous les actes qu'on aura commis lorsque bien sûr ces actes sont consécutifs de dommages. On a également le cas du commettant et du préposé. Maintenant, c'est quoi un commettant? Je donne l'exemple de la RTS. Aujourd'hui, nous salariés, nous sommes les préposés et le commettant, c'est le grand patron, c'est le directeur général. Maintenant, si dans le cadre de notre travail, on utilise les moyens de la RTS et qu'on cause un dommage à autrui, la loi permet à la victime de nous poursuivre, soit nous, ou bien de poursuivre le commettant, c'est-à-dire le directeur général. Maintenant, pourquoi les gens visent plus le directeur général, on va dire, c'est pour des questions de solvabilité. On va se dire peut-être que le salarié, il a 100 000 francs, voilà, je ne peux pas tirer beaucoup de choses. Tirer le maximum. Le directeur, puisque le directeur, en fait, l'employeur, c'est le commettant. Il est considéré comme commettant. Ça va être le chef d'entreprise, le directeur, en tout cas, celui qui vous a employé. C'est lui le commettant et nous sommes considérés comme des préposés. Maintenant, si dans le cadre de notre travail, en utilisant les moyens de la RTS ou de toute autre entreprise, on commet un dommage, écoutez, cette personne-là, la victime, peut nous poursuivre, nous, comme il peut poursuivre le patron, notamment pour des soucis de solvabilité. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que derrière, le patron peut ensuite, après avoir répondu, bien sûr, de cet acte, de ce fait dommageable, vous poursuivre, toi, parce que dans le cadre de ton travail, tu auras commis une faute lourde, tu peux même être renvoyé carrément dans le cadre du contrat de travail. Alors, autre catégorie également, c'est la responsabilité du fait de l'élève et de l'apprenti. Donc là, à chaque fois que l'élève et l'apprenti commet une faute, on suppose que c'est le maître ou l'artisan qui est responsable. Parce que si au moment de cette commission-là, normalement, l'enfant est sous la surveillance de ce maître-là ou de cet artisan qui sont censés surveiller l'enfant dans ce créneau horaire, dans ce créneau-là, si le petit commet une faute, c'est le maître ou l'artisan, ils seront considérés comme responsables. Est-ce que ça vaut aussi pour les animaux domestiques qu'on a quand votre chien mord? Le voisin, c'est exactement ça. Votre mouton, votre vache. La responsabilité du fait des choses ou de l'animal. C'est ça, donc on est responsable. C'est pareil. Alors, nous avons évoqué les faits générateurs, 3, le fait personnel, le fait des choses ou de l'animal et le fait d'autrui. Maintenant, c'est là la première condition. La deuxième condition, il faudrait qu'il y ait un fait dommageable. Alors, le préjudice, il peut être soit corporel, dans le cadre d'un accident, je peux bien sûr blesser la personne, il peut être moral via le harcèlement, par exemple, il peut aussi être matériel, je bousille ta voiture, ton local, ta maison et autres. Et puis, il faudrait également retenir que le dommage doit être certain et direct.
Ça veut dire certain. On ne peut pas dire que, voilà, à l'avenir, quand tu me causeras un dommage, je vais porter plainte ou tu devras le réparer. Alors ça, ce n'est possible que dans le cas des assurances. Ça, c'est autre chose, on en reparlera sûrement. Sinon, l'autre exception, c'est en cas de perte de chance. Par exemple, aujourd'hui, si je suis victime d'un accident et que demain, je dois passer mon baccalauréat et que finalement, je n'ai pas pu faire l'examen, on dira qu'il y a une perte de chance parce que même si, en revanche, rien ne nous dit qu'une fois que j'aurai passé le bac, que je vais réussir ou pas, mais la loi considère en tout état de cause qu'il y a ici une perte de chance causée, bien sûr, par l'accident provoqué par l'auteur de l'acte qui devra aussi réparer. Donc, le dommage en tant que tel est peut-être corporel, est peut-être matériel, est peut-être moral. Il doit être direct, c'est-à-dire être directement lié à l'acte, mais il doit également être certain. Donc, c'est là la deuxième condition. La troisième condition, c'est qu'il faudrait impérativement un lien de cause à effet. Ça veut dire que le dommage doit résulter de l'acte même commis par l'auteur de l'infraction, si vous voulez, ou l'auteur du fait dommageable. Donc, ce lien de causalité doit impérativement exister pour que les trois conditions puissent être réunies et qu'on puisse engager la responsabilité d'une personne. Si la personne qui a commis le dommage ou l'acte n'est pas présent ou n'est pas là, est-ce qu'on peut saisir sa femme, ses enfants ou pas quelqu'un d'autre dans la maison pour répondre justement de ce dommage-là à la place de cette personne? En principe, il est personnel. Il est personnel, à moins, voilà, il est personnel. Donc, je ne peux pas, voilà, commettre une bêtise et après on dit c'est ma femme ou à mon mari. Sauf, comme je l'ai dit, dans le cadre de la responsabilité des mineurs, etc. Là, c'est les parents qui répondent. Là est tellement pertinent parce que je vois souvent également nos forces de défense et de sécurité en abusent. C'est là où j'allais en venir. Et nous, de la presse, on en fait écho. C'est là où j'allais en venir. D'une certaine façon également complices. Parce que souvent, on relate, par exemple, une affaire civile opposant deux Sénégalais. Bon, l'un n'ayant pas été trouvé chez lui. Bon, on embarque son papa ou bien sa maman pour faire pression. Et on le dit comme ça, pour faire pression. Pour que la personne revienne. Mais c'est en toute illégalité. C'est parce que les citoyens également méconnaissent un peu le droit. C'est ça, que aussi certains de nos forces de défense et de sécurité en abusent. Je pense que ça, c'est un point quand même à éclaircir. Pour que les Sénégalais puissent ne pas se faire abuser de la sorte aussi. Et c'est pourquoi je posais la question tout à l'heure. Ça, c'est vraiment illégal. Vous voyez une fourgonnette de police qui débarque dans un quartier populaire, qui embarque toute la famille. On l'a vu lors des parce que l'un des membres qui est pourtant majeur et vacciné a commis une infraction. C'est lui qui a commis l'infraction, mais pas toute sa famille. Oui, allez-y, docteur Ndiaye. Dans un pays où les gens n'ont pas accès à des avocats. Ils n'ont pas d'avocats. Parce que s'il s'agit des pays développés, bon, chacun presque a son avocat. Dès qu'un problème se présente, il appelle leur avocat et il débarque. Voilà. Et si c'était pareil au Sénégal, peut-être vous allez appeler votre avocat et il va dire non, ça c'est mon client. La méconnaissance du droit. Du droit, oui. Mais des fois, vous pouvez même le connaître et qu'on use quand même de violence ou bien de pression et que vous cédez. Alors que vous savez bien que ce que l'on vous fait subir là, c'est en toute illégalité. Pas de résilience. À chaque fois qu'on est victime de cela, allez dénoncer. Après, voilà, maintenant le procureur aura sa conscience. Même c'est avec une certaine complicité qui ne dit pas son nom. Quelle est finalement, pour finir, la différence entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle? Alors, la responsabilité civile contractuelle, c'est cette responsabilité qui est issue de l'inexécution d'un contrat. Par exemple, contrat contractuel. Voilà, donc soit une exécution partielle ou totale, parce que bien évidemment, ça peut causer un dommage. Imagine, je dois livrer un bâtiment, donc je signe un contrat avec vous, sous-traitant, vous êtes censé terminer les travaux, etc. Donc là, vous ne terminez pas les travaux dans les délais. Dans les délais, ce qui veut dire que moi, derrière, j'aurai un problème avec l'autre personne. Je risque même de perdre des marchés à l'avenir. Donc là, c'est ce type de responsabilité qui peut résulter de ce contrat-là. Alors, contractuel, ça va être la réparation ou la responsabilité qui découle
d'un dommage, comme on l'a expliqué, d'un fait dommageable. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Binta. Merci à toi. Peut-être préciser également une chose. Il y a dans deux situations, on ne pourra évoquer la responsabilité civile. La loi exonère la personne. Oui. C'est en cas de légitime défense et en cas de nécessité. La légitime défense, par exemple, on m'agresse et moi, par riposte, je me défends. Voilà, je me défends et en me défendant, je cause bien sûr un dommage, une blessure ou autre à l'agresseur. La loi, ici, il n'y a pas de faute, je suis exonérée. Et puis, un autre fait important, en cas de nécessité. Aujourd'hui, si une maman, par exemple, voit que sa fille est sur le point de mourir parce qu'elle est restée 48 heures ou 72 heures sans manger et qu'elle se rende au niveau d'une boulangerie et qu'elle vole un pain, parce que quand on prend quelque chose sans pour autant payer, c'est du vol, pour nourrir son enfant. Donc là, on a causé un dommage, mais pour éviter qu'un dommage plus gros ne se produise, en l'occurrence, voilà, la mort peut-être de l'enfant. Donc là, c'est en cas de nécessité, pour dire un peu que des fois, le droit, il est tendre. Voilà. Là, vous ouvrez... Sujet à interprétation. Voilà. Ils vont dès aujourd'hui entrer par frustration dans les bois. La loi l'a prévu en cas de nécessité. On a dit nécessité. Voilà. Et la nécessité doit être établie. Donc, ça veut dire qu'il y a des interprétations. Attention, une minute avant la fin de cette émission, on donne la parole à notre invité. Voilà, pour revenir sur la cérémonie. Sur la cérémonie, et puis également, comment vous mettez à contribution les relais communautaires comme les imams, les Badianogor pour une meilleure santé de la reproduction au Sénégal? Pour ça, je crois que, bon, c'est pas nous. C'est la santé de la reproduction. Nous, on est... Dans la planification. De la planification des politiques de population, mais on travaille avec les sectoriels, que ce soit l'environnement, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, etc. Même d'autres services. On travaille avec aussi, on est avec des réseaux, 5 réseaux. Islam Population, on est avec les réseaux des journalistes en population développement, le réseau des communicateurs traditionnels, le réseau des jeunes et le réseau des parlementaires, qui va nous servir souvent de relais auprès des cibles. Parce que quand on parlait, je me rappelle, de la planification familiale, on a pris la tâche des réseaux des imams. Sur ces questions-là, c'est très important, absolument. Et il parlait de hadiths. Quand il parlait de planification familiale, les gens disaient que oui, c'est limitation des naissances, alors que ce n'était pas une limitation des naissances, et c'était un espacement. Il parlait, il mettait sur la table des hadiths pour dire que voilà ce que dit. Voilà. Tout à fait, très bien. Et à Malicounda, on se donne rendez-vous, le point très rapidement. Voilà, à Malicounda, c'est la journée mondiale de la population qui est instituée depuis 1989 avec le système des Nations Unies, à savoir l'INEFIE, le conseil d'administration. Et chaque année, on reçoit au niveau du siège, on reçoit au niveau du siège une note d'orientation qui campe le décor pour parler de la thématique. Très bien. Mais nous, peut-être des fois, on l'acclimate. On l'acclimate parce que peut-être ça peut avoir des difficultés, comme je disais. Merci beaucoup. Et après, cette fois-ci, à chaque fois, on regroupe, on a un comité national de pilotage, regroupé des sectoriels dont je parlais. Et après, on choisit le thème. Après, on choisit la localité qui doit accueillir. Très bien. Merci beaucoup. Il est l'heure. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, docteur Hassan Diaye. Excellente célébration à vous également. Merci. Je rappelle que vous êtes aussi le maire de la commune de Lambaye dans le Baol. On passe évidemment le bonjour au passage, grâce justement à votre passage sur le plateau. Ah oui, il fait partie de la logistique. Merci Binta. Merci à toi. Merci Ibou. Merci Sarah. Merci Alioune. Merci à toi. Excellente journée à vous. Merci aux équipes techniques. Restez sur les antennes de la Une. Nos programmes se poursuivent. Au revoir. Yusundur,
early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know